Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va, je pense, paraître un petit peu bizarre pour certains. Je voulais juste vous montrer le carnet que j'utilise en fait pour m'organiser au quotidien parce que j'ai beaucoup de choses à penser et le fait d'avoir autant de choses à penser fait que des fois j'étais très très longue à m'endormir tellement que j'avais de choses où je me disais oh là là, faut pas que j'oublie ça, etc. Et ça me faisait en fait beaucoup de charge mentale, on va dire. Hein. Ce mot, il est à la mode en ce moment. Et c'est vraiment ça, en fait, de devoir penser à tellement de choses. Ça vous met la pression. Et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je l'ai fait aussi pendant ma scolarité, pendant les examens. Et j'ai repris ça il y a à peu près 2 ans et demi. Non, 3 ans même. Et donc là, je vais vous montrer celui de 2021 et 2022. Donc en fait, ça pourrait s'apparenter à une sorte de filofax pour ceux qui fonctionnent déjà avec ce genre d'agenda. Et je l'ai croisé en fait avec la méthode Bullet Journal et je vais vous montrer ça juste après. Donc pourquoi j'ai eu besoin de ne pas faire juste un simple Bullet Journal, c'est parce que j'ai besoin de catégories qui sont fixes et où j'y reviens facilement en fait. Alors qu'avec un Bullet Journal, vous n'allez pas avoir d'intercalaire comme ça et c'est beaucoup plus difficile. Donc moi j'ai fait différentes catégories. Il y a toute la catégorie élevage où je vais pouvoir gérer tous mes animaux, où je vais surtout pouvoir suivre les naissances, tout ce que je mets comme traitement, choses comme ça, quand il y a des maladies, en gros le suivi sanitaire et des naissances. Ça c'est la grosse majorité pour l'onglet élevage. Ensuite, j'ai l'onglet, alors je vous les montrerai tous un par un. Donc ensuite, j'ai l'onglet agenda où là, c'est vraiment un pur bullet journal. Après, j'ai l'onglet jardin où ça va être toute la planification pour le jardin. C'est pas encore au top. Hein. L'onglet jardin, c'est pas celui que j'ai réussi à le mieux suivre. Et après, j'ai l'onglet stock. Donc celui-là, il est très très important pour moi. C'est un des plus importants. Je vous le montrerai juste après. Et ensuite, j'ai l'onglet pour la gestion forestière et aussi des pâtures. Donc pour l'instant, il n'y a rien sur les pâtures vu qu'on vient juste d'avoir le terrain et qu'il n'y a pas encore de vraies zones pâturables délimitées. Par contre, pour la gestion forestière, c'est une grosse partie aussi de ce que je fais au quotidien et il y a besoin d'être vraiment bien organisé, que ce soit pour la production de bois, pour la vente du bois et pour l'organisation. Je vous referai une vidéo vraiment dédiée à ça parce que c'est plus compliqué, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter dans cette vidéo. Mais voilà, ça c'est mes gros onglets. Sachant que, bien sûr, j'ai un agenda au travail, au cabinet, pour tous les patients que je vais voir dans la journée et que je ne mets pas là-dedans parce que sinon ça ne logerait jamais. Et de toute façon, c'est un truc sur ordinateur. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour gérer que le en dehors du travail ou alors toute la partie comptabilité. Donc ça, on s'en fout. On va directement passer à l'onglet élevage. Donc j'essaierai de flouter à l'écran à chaque fois qu'il y a des données un peu trop personnelles. J'ai fait dans l'onglet apiculture puisque j'ai des abeilles. Je suis déclarée en tant qu'apiculteur amateur. J'ai un numéro NAPI. C'est un numéro qui vous attribue à partir du moment où vous déclarez votre nombre de ruches. Et donc du coup j'essaie de m'organiser un petit peu. Déjà j'ai noté toutes les floraisons qu'il y a à chaque fois que j'en vois. C'est pour 2 raisons. La première, quand je vois qu'il y a un mois où il va y avoir un peu moins de floraison, par exemple là le mois de juin, on voit qu'il y a eu le mois de juin et juillet, on voit qu'il y a eu beaucoup moins de floraison par exemple qu'au mois d'avril et de mai. Donc ça m'encourage ensuite quand je fais en hiver mes plantations d'arbres et d'arbustes, je vais en fait préférentiellement vers les arbustes décoratifs qui vont fleurir pendant les périodes où j'ai noté que c'était une période creuse. Donc je vous invite à le faire au moins sur une saison. Et puis la deuxième chose aussi, c'est par rapport au miel, pour voir à peu près, quand je vois qu'il y a une forte mielée à un moment, je sais à peu près qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, il va y avoir des grosses mielées quand ça va être le tilleul ou l'acacia, mais en même temps, il va y avoir d'autres fleurs sur lesquelles elles vont aller. Par exemple, en même temps qu'il y a eu la floraison de l'acacia, il y avait la consoude et les pavots sur lesquels elles étaient beaucoup. Et puis 15 jours après, en même temps que le tilleul, il y avait les agapantes et les sarriette. Donc en fait, ça me permet de voir un petit peu de quoi va être composé mon miel. C'est vraiment juste par curiosité. Ensuite, donc là, c'est mon numéro d'apiculteur pour que je m'en souvienne si jamais on vient à me le demander. Et je mets les emplacements des ruches. Et donc en 2021, c'était facile puisque j'avais que 2 ruches. Mais cette année, je vais avoir normalement soit 2, soit 3 lieux où poser des ruches. Donc en fait, c'est pour que j'ai tout ça de bien classé par année, quoi.
Ensuite, nous avons aussi sur un terrain forestier un apiculteur professionnel qui dépose ses ruches. Donc j'ai aussi une page pour lui et je note en fait qu'est-ce qu'il nous donne. Parce que chaque année, il va nous donner en général une dizaine de pots de miel plus un petit pain d'épices. Donc du coup, je note ce qu'il nous a donné. Donc du coup, je note combien de ruches il avait déposé là-bas et ce qu'il nous a donné. Ensuite, j'ai une fiche par ruche. Donc cette année, j'avais 2 ruches. J'avais la ruche 1 et la ruche 2. Donc j'ai mis quand est-ce que la ruche a été peuplée. Donc si c'était un essaim qui a été capturé ou si c'est quelqu'un qui me l'a donné. Par exemple sur celle-là, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Je vais mettre quand est-ce que je pose les hausses, quand est-ce que je récolte. Si je fais un traitement varroa, si je fais un comptage de varroa, je vais le noter aussi. Quand je vais déposer le traitement varroa, je mets aussi quand est-ce que je les enlève puisqu'il faut 10 semaines pile poil. Donc je note. Je mets aussi quand je les nourris, donc des fois j'essaie de retarder un petit peu suivant les réserves qu'elles ont, donc je le mets. Je mets quand il y a des événements particuliers, par exemple cette ruche-là, le toit il s'est envolé lors d'une tempête, donc je l'ai noté parce que je sais que s'il y a un souci après, je vais me dire peut-être qu'elle est restée ouverte, qu'elle a pris la pluie ou un coup de froid, ou voilà, que ça peut être dû à ça. Celle-ci, elle avait aussi une maladie, elle avait la diarrhée, donc on a soupçonné une nausémose, mais on n'était pas vraiment sûr. Et donc 2 ans après les premiers symptômes, cet été très pluvieux a été fatal et donc cette ruche, j'ai constaté qu'elle était vide en septembre et du coup j'ai quand même pas trop ouvert et j'ai vérifié récemment parce que vraiment j'étais quasi sûre que c'était cuit. Malgré le fait qu'il fasse froid, j'ai ouvert, elle est effectivement morte, donc ça veut dire désinfection de la ruche. L'autre, là par exemple dernièrement, j'ai posé un pain de sucre parce que je voyais, parce qu'elles étaient toujours assez nombreuses, la grappe était assez grosse et elles n'avaient pas tant de miel que ça vu qu'on a vraiment eu une année difficile. Et donc du coup je note aussi si je vois une bonne activité ou une mauvaise. Ensuite on va passer dans l'onglet des poules. Donc pour les poules, je note à chaque fois leur nom. Donc quand elles ont un signe vraiment très distinctif ou que c'est une poule qu'on a choyée ou qu'on a depuis longtemps, en général, elles ont toujours des petits noms. Par contre, quand c'est des poules qui sont destinées vraiment à la consommation, on en est sûr, on les classe plutôt par exemple, les Sussex, il y a Sussex 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au nombre qu'on a et on les différencie pas vraiment. De toute façon, il n'y a pas besoin de les différencier puisqu'on ne va pas les garder longtemps, donc il n'y a pas besoin vraiment d'un suivi. Par contre, les autres, elles ont toutes un petit prénom. En général, je mets donc l'entrée, c'est-à-dire soit quand est-ce que je l'ai achetée, soit quand est-ce qu'elle est née. Donc là, on connaît toutes les dates, on connaît leur âge. Et ensuite, ici, c'est la sortie. Donc soit parce qu'elles sont mortes de maladie, soit parce qu'on les a données, soit parce que on les a mangées. Et ensuite, ici, je mets toujours les 3 petits points. En fait, c'est la colonne où on va noter les raisons de leur sortie. Donc si elles ont été mangées, on note le poids. Si elles sont mortes, on va essayer de trouver pourquoi. Par exemple, celle-ci, on a mis qu'elle a été tuée par la fouine. Celle-là, c'était une mort inexpliquée. Celle-là, elle avait une tumeur, par exemple. Donc on sait à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé. Ici, ça c'est la colonne fonction. Donc en gros, on a 3 fonctions principales. Les reproducteurs, ça va être notamment pour les coqs. Donc quand c'est mon coq reproducteur, parce que j'ai repéré qu'il y avait des caractéristiques qui me plaisaient, je note ici, je mets repro. Quand c'est par exemple des coqs où je sais que je vais les manger, je mets alimentaire. Les poules, il y a les pondeuses et il y a les couveuses. Les couveuses, ça va être les petites naines. Elles sont pas très bonnes pondeuses, elles sont bonnes couveuses. Donc en général, on voit par rapport à leur caractère, on voit vite la fonction qu'elles vont avoir. J'essaye de pas avoir trop de couveuses, des poules qui vont manger du grain. Et donc même si on essaie quand même de garder toutes nos poules jusqu'à la fin, il faut quand même pas avoir non plus trop d'animaux parce que ça mange beaucoup de grain et donc ça revient cher à la fin. Et puis il y a aussi des petites fonctions spéciales, par exemple pour notre coq Pinot que j'ai élevé sur le canapé pendant de nombreux mois jusqu'à son âge adulte. Lui, sa fonction c'est câlin parce que c'est un très mauvais reproducteur dans le sens où il n'a pas des caractéristiques de folie, mais on le garde quand même. Donc voilà. Ensuite, ici, c'est notre généalogie aviaire, j'ai appelé ça. En gros, comme à chaque fois, on n'a qu'un seul coq reproducteur, on sait que c'est lui le père. Donc après, on met les enfants en fait qu'il a eu à partir de sa génétique à lui.
Et donc après, on change notre coque en fait pour que la génétique soit différente et que tout ça soit bien brassé, quoi. Histoire qu'il n'y ait pas trop de consanguinité. Donc on ne le fait pas avec les œufs qu'on reçoit. Par exemple, quand c'est une poule qu'on achète ou des œufs que j'ai pris chez quelqu'un d'autre, je vais pas noter toute leur généalogie parce que ça sert à rien. Et je fais pas non plus la généalogie par rapport aux poules, déjà parce que ce serait très compliqué. C'est vraiment par rapport aux coqs reproducteurs où c'est important pour moi. Ensuite, là, j'ai le suivi vétérinaire. Donc en fait, je fais attention à noter la date quand je constate quelque chose. Par exemple, on a eu une poule qui avait des rejets de fibrine. Donc souvent, ça c'est dû à une salpingite. Donc celle-ci, par exemple, avait une tumeur, des rejets de fibrine, un arrêt de ponte, un abattement. J'ai fait le diagnostic de salpingite dû à Escherichia coli. Et aussi, sur le Discord, il y a la femme d'un des membres qui a fait des vidéos. Alors, je sais pas quel métier exact, je sais pas l'intitulé du métier. Peut-être aide laboratoire vétérinaire, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, elle travaille dans un laboratoire et elle a fait des vidéos de dissection, en gros, pour essayer de faire le diagnostic quand il y a un décès. Et moi, ce que j'ai retenu de sa vidéo, c'est par rapport au ver. Quand on abat un poulet pour la consommation, une fois de temps en temps, genre une fois par mois, je dissèque en fait l'intestin pour chercher s'il y a des vers. Et du coup, suite à ça, je sais si j'ai besoin de faire un traitement ou pas. Donc là, par exemple, en septembre, il n'y avait pas de présence de vers. Par contre, en novembre, on a eu de la perte de poussins. On a eu une perte de poulets. Alors les poussins, il n'y avait rien du tout. Par contre, j'ai constaté des vers sur les poulets. Donc on a fait un traitement au capisol vu qu'il y avait eu des décès. Et en plus, on a fait autopsier les poussins par le vétérinaire. Donc là, j'ai mis le résultat de l'autopsie. On n'a pas eu de diagnostic. Par contre, on ne sait pas ce qu'ils ont eu. Et ils ont eu un traitement antibiotique. Donc là, j'ai mis traitement du cheptel entier au l'INSPEC. Là, c'est la seule fois où il y a eu des antibiotiques. Je rappelle que dans un élevage industriels, ils sont sans arrêt sous antibio, quoi. Ensuite ici, je mets les couvaisons. Donc je mets soit le nom de la poule ou de la canne, j'écris quand c'est un canard. Je mets leur nom et je mets le nombre d'œufs qu'il y a, le début, la fin théorique et ensuite le résultat. Je fais aussi pour la couveuse la même chose et je précise de saucisser des œufs de poule ou des œufs de canne. Et c'est important en fait de faire ça parce que vous voyez que sur les couvaisons naturelles, l'année dernière c'était catastrophique. Là c'était un échec. Là il y a eu un seul petit. Et là carrément elle a arrêté, donc 0. Et en fait avec la couveuse j'ai eu 44 naissances. Voilà, donc pour ceux qui me disent oui, tu devrais laisser sous les poules, j'essaie. Pour l'instant, il n'y a pas eu de succès fou en 2021. En 2020, la chance du débutant a fait que j'ai eu 2 couvaisons naturelles et ça a super bien marché. Une qui était à 100% et l'autre elle était à 4 sur 6. Donc des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Mais du coup c'est pour ça que pour nous la couveuse elle est indispensable et faire ce genre de petites notes ça vous aide à comprendre un petit peu et à identifier vos vrais besoins et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite là j'ai laissé un mémo pour la couveuse, des fois que j'oublierai. Ça m'arrive, par exemple là ça faisait un moment que j'avais pas lancé de couveuse, je ne me souvenais plus exactement l'humidité de la première semaine. Ensuite là on passe sur l'onglet de Naya, donc ça c'est ma chienne. Il y a une colonne date de vaccin, date de vermifuge, date d'antitique et date des chaleurs. Ensuite les canards, alors ça aurait été plus logique que ce soit à la suite des poules. Même chose, exactement pareil que les poules, leur nom, la date d'entrée, la date de sortie, la fonction et puis après ce qui leur est arrivé. La généalogie des canards, exactement comme pour les poules. Ça, c'est le tableau d'incubation de la canne parce que c'est un peu plus compliqué que pour les poules, avec les pulvérisations, etc. Donc j'ai toutes les dates, c'est là-dedans. Ici, c'est la même chose pour les cailles. Ça, c'était l'onglet cailles, mais vous savez qu'elles se sont faites manger par la fouine. J'en ai pas repris depuis, ça m'a trop dégoûté. Mais sûrement qu'on en aura peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Parce que cette année, on a pas mal de choses sur le feu à lancer. Je sais pas si on va se rajouter encore les cailles. Ensuite, il y a les moutons. Alors là, les moutons, c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande à être un petit peu plus assidu que pour le reste. Autant pour le reste, c'est un petit peu chipoter et être un peu précis pour pas grand-chose. Autant pour les moutons, c'est vraiment important parce que vous risquez d'avoir des contrôles.
Donc moi, pareil pour les moutons, je suis déclarée en tant qu'éleveuse. Donc j'ai un numéro d'exploitation, un numéro de détenteur et un numéro de cheptel. Donc tout ça est regroupé en haut avec mon code et mon mot de passe pour le SINEL. C'est pour ça que vous, c'est caché pour pas que vous voyez mes informations personnelles. Mais tout ça, c'est regroupé là-dessus. Ensuite, j'ai 4 colonnes. Donc ça, c'est vraiment pour le cheptel. J'ai une colonne tonte, une colonne onglon, une colonne vermifuge et une colonne vaccin. Ensuite, chacun a droit à sa petite page dédiée avec son nom, sa date de naissance, la date d'achat et le numéro qui est inscrit sur leurs oreilles. Ensuite, j'ai un petit encadré pour noter leur descendance, histoire pareil de gérer les consanguinités et un petit encadré avec ce qu'il y a au niveau santé. Alors les autres ont rien, mais par exemple celui-ci, juste après que je l'ai eu, c'était un petit agneau. Et au niveau de la boucle de son oreille, ça s'était infecté et il y avait un petit peu de pus et ses yeux suintaient. Donc là par exemple j'ai mis que j'avais donné du sérum Phi dans les yeux et que j'avais désinfecté la boucle Odaquin. Comme ça, je sais ce que j'ai fait dessus. Et s'il y a un problème, je peux dire au veto, ben voilà tout ce qui s'est passé, l'historique. Quoi. Bon, il s'est trouvé que ça s'est guéri et qu'il n'y a pas eu de problème. Là, sur celle-ci, par exemple, j'ai noté quand j'ai vu qu'elle avait ses chaleurs et quand je l'ai vue monter. Pourquoi ? Parce que je me dis, ben, si jamais ça a marché, je sais que dans 5 mois, ben, il devrait y avoir un agnelage. Donc, je fais attention à ça. Là, c'est pareil, je l'ai vu se faire monter à cette date-là. Donc après, ça me permet de faire attention. Sachant que moi, j'ai des brebis Rava, donc elles désaisonnent naturellement. Donc elles peuvent faire leurs petits n'importe quand. D'autant plus que moi, le bélier est tout le temps avec elles. Hein, je ne mets pas juste pour les chaleurs. Après, là, j'avais un petit récapitulatif sur toutes les maladies du mouton. Mais ça, je vais l'enlever. Je crois que je ne le regarde plus puisque maintenant, j'ai un livre vétérinaire exprès dédié. Ensuite, ça, c'est mon agenda. Alors, c'est vraiment type bullet journal. Je note en fait les objectifs de l'année, les objectifs du mois et je viens piocher dedans en fait à chaque fois. Donc, j'essaierai de cacher s'il y a des choses vraiment trop personnelles. Donc en gros, ça c'est une semaine. Moi je peux pas prendre un agenda classique parce que sur un agenda classique, la répartition des jours ne correspond pas du tout à ma façon de vivre. Moi, les lundis, mardis, jeudi, vendredi, je travaille et donc mon emploi du temps, il va être sur ordinateur avec le nom de mes patients et je rentre chez moi, je suis claquée. En général, je fais rien d'autre. En tout cas, c'est vraiment très rare. Que j'ai quelque chose à faire. Donc c'est pourquoi le lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous voyez que c'est des toutes petites cases. Et en gros, je note que si j'ai vraiment un rendez-vous ou la compta que j'ai à faire pour le travail ou des trucs comme ça que je dois faire pendant la journée au travail. Mais il y a aucune tâche importante. Ensuite, par contre, le mercredi, le samedi et le dimanche, c'est là où je vais le plus travailler. Donc ça va être des grosses cases. Par exemple, là, on voit que ce samedi-là, on a fait tellement de trucs que ça ne logeait pas sur la feuille. Alors que par contre, là, il y avait un petit peu plus de place. Donc, ça dépend vraiment. Des fois, le mercredi va être tout plein. Mais j'ai besoin, en tout cas, comme c'est des jours où je suis vraiment à la maison, que je consacre à notre vie et notre autonomie, j'ai besoin de beaucoup de place pour noter tout ce qu'on a à faire. C'est pour ça que j'ai pris ça plutôt que de prendre un agenda. Ça prend pas bien plus longtemps puisqu'en fait, j'écris juste le nom du jour. Et puis voilà. Et puis, si par miracle, il y a une semaine où on n'a pas grand-chose à faire, je peux très bien ne rien écrire. Et du coup, j'aurais pas gaspillé une feuille. Juste, j'écris pas mon jour, puisqu'en fait, je l'écris à peu près au jour le jour, quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la façon de se servir d'un bullet journal, en gros, vous avez vos rendez-vous qui sont lointains, qui sont sur la page mensuelle. Et après, vous écrivez, par exemple, vous êtes lundi, vous la veille, vous écrivez lundi et vous planifiez votre journée, vous écrivez tout ce que vous avez à faire. Vous faites un petit point partout. Quand c'est fait, vous faites une croix. Et si vous n'avez pas eu le temps de le faire, vous mettez une flèche. Et du coup, moi, à chaque fois que j'ai une flèche, je vais la reporter au jour suivant, jusqu'à ce que je l'ai faite. Donc, après, le fait d'avoir une liste, ça m'oblige quand même à le faire et ça me motive beaucoup plus. Et du coup, comme tout ce que j'ai à penser, c'est rentrer là-dedans, du coup, le soir, avant de dormir, je suis pas en train de me dire « Oh là là, est-ce que j'ai pas oublié un truc ?» Des fois, j'écris vraiment des trucs tout bêtes. Par exemple, là, samedi, j'ai écrit pizza. Donc, il y en a qui vont dire « Ouais, elle a dû noter pour penser à ce qu'elle allait faire. » Mais la pizza, il faut que j'ai préparé ma pâte bien en avance. Donc, le fait que je vois ça, je me dis « Ah oui, tiens, pizza. Pourquoi je dois faire ma pizza ? Parce que je savais qu'il restait du fromage un petit peu vieux à utiliser, etc. » Donc, ça me permet de vraiment bien planifier mon truc. Là, je savais aussi que je réceptionnais les laitages. Donc, je sais que j'avais la lancée de yaourt et de fromage à faire, etc. Donc, tout ça, je me le planifie.
Dans l'onglet agenda, à la fin, j'ai aussi une page pour la maintenance des appareils. Donc nous, essentiellement, la chaudière à bois, le ramonage, des choses comme ça, purger les radiateurs. Les cuves de récupération d'eau de pluie aussi, on a décidé de désinfecter les robinets, vérifier aussi et nettoyer le filtre qui sort de la gouttière et la purge complète et la désinfection de la cuve au moins une fois par an. Donc en fait là on note la dernière date. La tondeuse, la tronçonneuse, j'ai pas encore programmé, mais en gros, voilà, on note les dates à laquelle on les a fait pour se souvenir et ne pas laisser sans entretien régulier. Pour nos voitures, c'est pareil. Avant, j'avais un petit carnet à part et du coup, j'ai décidé cette année de le mettre dedans carrément. Comme ça, tout est regroupé au même endroit. J'ai pas 36 trucs et là, vraiment, toute ma vie est dans ce carnet. Hein. D'ailleurs, je l'emmène au travail, je l'emmène tout le temps avec moi. Il me suit comme mon téléphone en fait. Hein. Moi, je n'ai pas de sac, j'ai juste mon téléphone et ce carnet. Ensuite, l'onglet jardin. Donc du coup, ça c'est pour l'année 2021. J'ai pas été ultra assidue, c'est-à-dire qu'au début de l'année, j'avais bien noté tout ce que j'avais semé. Par contre, c'est vrai que après, j'avais un peu lâché l'affaire sur certains trucs, quoi. Quand c'était en godet, ça allait, j'avais vraiment tout noté. Mais dès que je semais en pleine terre, comme j'emportais pas mon cahier avec moi, c'est vrai que je zappe un petit peu. Cette année, je vais essayer d'être un peu plus assidue parce que ça me permettra de faire un retour entre ce que j'ai semé et les récoltes, voilà. Donc je suis pas sûre que ça vous soit très utile pour vous, mais moi en tant que youtubeuse, pour vous partager et vous faire le retour sur ce que je fais, ça peut être intéressant. Et là, si le module du site internet de Terra Potager est en place rapidement, je pense que je le ferai directement sur leur site plutôt que de le faire sur mes petites feuilles. Ensuite là, j'avais fait le plan avec ce que j'ai planté pour faire une petite rotation. Mais après ça c'est pareil, j'ai pas été ultra assidue. Il y a des trucs que j'avais complétés puis des trucs après où j'avais pas fini. Donc ça je sais pas encore. C'est peut-être pas un système qui me convient dans le sens où un système vous convient à partir du moment où vous l'avez totalement adopté et où vous le suivez vraiment. Là je l'ai pas suivi assez sérieusement, donc je sais pas si c'est vraiment la bonne façon pour moi de le faire. En tout cas j'ai besoin quand même de garder une trace pour me souvenir de ce que j'ai planté à certains endroits pour pas replanter exactement la même chose juste après. Donc ça c'est un des onglets les plus importants pour moi, c'est mon onglet stock. Alors ça c'est tout ce qui entre chez moi, tout ce qu'on achète. J'ai commencé à noter en août et ça c'est pareil, c'est pas très important pour vous. Pour moi ça l'est juste pour vous faire un retour en tant que youtubeur pour savoir qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on consomme, sur quoi on n'est pas autonome. Ça permet de faire vraiment une rétrospective sur ce que vous consommez parce que des fois c'est facile de vous dire oui, je suis autonome à tant de pourcents et tout. Et en fait, on se rend pas compte qu'il y a toujours des petits trucs à droite à gauche qu'on achète encore, des choses qu'on a la flemme, etc. Donc là, j'ai vraiment tout noté ce que j'avais acheté chaque mois et où et pour quel montant. Donc vous voyez que finalement, depuis août, j'ai pas acheté grand chose en alimentaire. Voilà. Ensuite, ça, c'est les productions 2021, toutes les récoltes. Donc ça, je vais vous faire une vidéo dédiée, donc j'en parle pas trop. J'ai noté tout ce que j'avais produit. Donc ça, j'ai recommencé ma page pour 2022. Ça, c'est les œufs, parce que les œufs, c'est assez aléatoire. Donc je note le nombre d'œufs. Ensuite, j'en pèse, on va dire, 5 ou 6, les 5 ou 6 du mois. Et je divise par le nombre d'œufs pour avoir un poids moyen. Et ensuite, je prendrai le total des œufs que je multiplierai par mon poids moyen pour avoir un poids en œufs. Puisque vous voyez qu'ici, en fait, j'ai noté juste le nombre d'œufs l'année dernière. Mais du coup, j'ai pas forcément le poids moyen. J'avais pris 45 grammes parce que c'était globalement des petits œufs. Mais c'était pas assez précis. Donc là, cette année, je vais faire un tout petit peu plus précis pour les œufs. Ensuite, là, j'ai noté toutes les récoltes sauvages. C'était aussi pour faire mon bilan production qui va arriver bientôt. Hein. C'est juste que j'ai eu la flemme de faire la vidéo. Ce bilan production, ça me paraissait un petit peu nécessaire aussi de démystifier ceux qui disent qu'on peut vivre entièrement avec ce qu'on récolte dans la nature. Vous verrez qu'au final, ce que j'ai récolté dans la nature, c'est très peu, alors que pourtant, j'y ai passé du temps. Hein. Je veux dire, récolter les girolles, etc., c'est 2 heures, 2 heures par semaine, en gros, où je vais arpenter la forêt à la recherche de champignons. Donc, pour 2 kilos de girolles, ça veut dire 2-3 heures de marche. Donc, c'est pas négligeable comme dépense énergétique, sachant que les girolles, c'est pas du tout calorique. Vous dépensez plus de calories que vous n'en ramassez. Donc voilà, c'était juste pour avoir vraiment le décompte de ce que je fais dans mon potager et de ce qu'on récolte. Et de ce qu'on récolte en sauvage.
Donc là, j'ai préparé pour 2022. Là, j'ai fait une nouvelle page qui est toute vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on va pêcher, tout simplement parce que j'ai pris ma carte de pêche cette année. D'ailleurs, pour toutes les filles, je vous invite vivement à prendre votre carte de pêche parce que les féministes se plaignent que les hommes ont plein d'avantages comparés à nous, mais sachez que la Fédération de pêche a mis le paquet pour privilégier les femmes. Notre carte de pêche à l'année est de 35 €, alors que pour les hommes, c'est 100 €. Donc, ça vaut vraiment le coup pour les femmes de prendre leur carte de pêche parce qu'elle va être vraiment vite rentabilisée. Vous pêchez 2-3 poissons et quelques écrevisses et c'est bon, vous avez remboursé votre carte de pêche. Donc là d'ailleurs je vous ferai sûrement des vidéos pêche puisque donc avant on pêchait déjà en étang, donc j'ai déjà tout ce qu'il faut, mais par contre j'avais pas de balance et là j'ai pris des balances pour les écrevisses, donc on fera sûrement de la pêche aux écrevisses américaines. On verra ça. On verra ça bien sûr dans les prochaines vidéos. Alors normalement la pêche à l'écrevisse américaine dans les cours d'eau de catégorie 2 c'est ouvert toute l'année, mais là il y a un peu trop d'eau, je sais pas si j'irai. Et dans les cours d'eau de catégorie 1 c'est à partir de mars, donc je pense que je vous ferai ces vidéos plutôt à partir du mois de mars. Ensuite ici on a un onglet pour tout ce qui a été donné et troqué. Il n'y a pas eu grand chose parce que bon, la plupart des fruits et légumes, je les ai. Donc ça, c'est le stock manquant. Ça aussi, c'est important pour avoir un retour sur votre autonomie. C'est qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce qui me manquait. Donc on est en autoconsommation quasi totale. Sur les fruits et légumes, on produit pratiquement tout. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas produit dans les fruits et légumes? Une seule chose, les pommes. Alors on en a eu 2 ou 3 kilos, mais nous, l'hiver, c'est le seul fruit presque qu'on mange. Donc j'en ai repris je crois 30 kilos, donc vous voyez ça veut dire qu'il me manque 30 kilos. Donc là j'ai oublié d'ailleurs de noter les pommes, on a acheté 30 kilos de pommes, donc c'est 30 kilos qui nous manquent à notre autonomie. Bien entendu on s'est installé il y a très peu de temps, donc tous les arbres fruitiers qu'on a sont des bébés arbres qui ont 2-3 ans, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de production, donc on va en avoir. Donc je considère pas que ce soit catastrophique qu'on n'en ait pas au début, mais je vais noter quand même quand ça manque. Et là du coup il nous a manqué en début d'année, donc je mets la date aussi à laquelle ça manque. Au mois de mars on n'avait plus de carottes, donc j'ai racheté en tout 4 kilos, un trait c'est 1 kilo. Il nous manquait aussi des oignons à partir du mois de février, 2 barres, donc 2 kilos. Il nous a manqué un bocal de ratatouille, mais j'en ai pas racheté. En fait, j'ai juste mis que j'en avais eu envie, donc je l'ai pas acheté. Mais il m'en aurait bien fallu au moins un de plus. Puis bien d'autres, après, j'ai pas continué de noter. Mais par exemple, pour les pommes de terre, dès le mois de janvier 2021, il nous manquait des pommes de terre. Et en tout, il nous a manqué 20 kilos jusqu'à ce qu'on puisse avoir nos premières patates nouvelles. Et cette année, donc, on a fait plus de pommes de terre. Et là, pour l'instant, on est le 18 janvier. Et pour l'instant, il nous reste des patates. Donc, je suis contente. On s'est amélioré. Et cette année, on n'a pas eu de production de noix. Donc, j'ai dû en racheter. Mais ça, c'est surtout pour une vidéo qui va arriver bientôt que j'en ai racheté pour vous montrer quelque chose. Et donc, du coup, j'en ai racheté 2 kilos. Donc, ça, c'était ce qui nous manquait en légumes et fruits sur toute l'année. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Bon là il faut que vous rajoutiez quand même 30 kilos de pommes. C'est vraiment pas beaucoup, donc je suis contente parce que fruits et légumes, on s'est vraiment bien débrouillé. On n'a pas une production de ouf, mais on s'est privé en fait pour réussir à tenir sur notre stock. Ça aussi, c'est une nouvelle page que j'ai pas encore complétée. C'est l'inventaire du stock de la cave pour avoir les quantités au 1er janvier. Ensuite, je mets ce que je sors et ce que je rentre pour avoir un petit peu une idée de si on en fait trop ou pas assez. Donc ça, je vais vous cacher les données en haut. Vu que j'ai pas mal de parcelles de forêt et de pâture, j'ai fait une fiche par parcelle cadastrale et dessus je vais mettre en fait une photo de la parcelle sur Google Earth. Je la redessine à côté en faisant le plan et je vais noter dessus les points clés de la parcelle pour vraiment bien m'organiser. Donc là par exemple, celle-ci, cette parcelle, elle fait 2,6 hectares. C'est un mélange de futaie et taillis avec du bouleau, du chêne et du châtaignier, mais beaucoup de châtaigniers. Là, donc tout ce que vous voyez en rose clair, c'est le chemin. Donc je sais que là, il y a un chemin déjà à entretenir. Ici, c'est la zone de récolte des mûres. C'est là où il y en a le plus et où elles sont le meilleur. Donc je l'ai matérialisée parce que cette zone, il faut qu'on la garde accessible facilement. Il ne faut pas qu'on la laisse se réenarber parce que si les arbres sont trop ici et que ça s'assombrit trop, il n'y aura plus de récolte de mûres. Donc il faut qu'on garde le milieu exactement tel qu'il est à cet endroit. Donc ici, on a les ruches. C'est les ruches de l'apiculteur pro qui les a posées là. Donc je les ai mises ici juste pour les matérialiser.
Ici, j'ai la zone de récolte des genévriers. Vous savez, c'est les petites boules noires qu'on met dans la choucroute, les baies du genévrier. Et donc, du coup, pareil, cette zone-là, il faut absolument qu'elle reste telle qu'elle est et que ce soit facile d'accès jusqu'au pied de l'arbre pour que je puisse récolter mes petites baies tranquillement. Ici, là, c'est une zone d'essai d'implantation de myrtillers, donc c'est pas encore effectif parce que j'ai oublié tout simplement, mais c'est là que j'avais prévu d'en mettre, donc il faut que j'aille planter ça. Je le ferai sûrement à l'automne prochain. Donc c'est un essai de plantation, c'est-à-dire que je me méfie quand même vu tous les chevreuils qu'il y a, mais je vais faire un essai à cet endroit parce que je pense que c'est un très bon spot, il y a déjà des bruyères, etc. Voilà, et donc là c'est ma zone de taillis de châtaigniers qu'on a fait couper il y a 3 ans maintenant. Et donc je sais que là c'est en train de repousser tranquillement et c'est dans plusieurs années qu'on va pouvoir faire une nouvelle coupe. Mais ça de toute façon c'est dans mon plan de gestion qui est à part. Ça je vous ferai une vidéo sur ça. Je vais vraiment essayer de le faire quand j'aurai un moment. Là on a trop de trucs à faire en ce moment. J'ai plein de vidéos que j'ai en tête que j'ai pas fait ou des trucs que je vous ai promis. Donc je ferai celle sur la forêt bien plus tard quand j'aurai le temps. En tout cas voilà, j'ai plein de choses à vous raconter dessus. Là d'ailleurs j'ai encore un rendez-vous demain pour planifier une parcelle à replanter avec plein de trucs cool pour vous montrer. Donc ça, on en parlera plus tard. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors, je sais, c'est très très scolaire, mais moi, je suis comme ça, j'ai besoin de ça. Il y a des gens pour qui ça va convenir totalement, d'autres qui n'ont pas besoin de ça, d'autres qui retiennent tout dans leur tête, d'autres qui ont beaucoup moins de préoccupations et donc qui n'ont pas besoin de tout ça. Là, c'était vraiment pour vous montrer si vous êtes dans mon cas ou si vous voulez piocher des petites idées pour vous organiser à droite à gauche, vous pouvez piocher. Je vous dis pas que c'est la meilleure organisation, ça c'est la mienne. Ça se trouve, il y a que moi qui comprends. Je veux dire, il y a que moi qui fonctionne bien en ayant fait ça. Donc c'est vraiment pas pour que vous copiez, c'est pour que vous puissiez piocher des petites idées ou que vous puissiez comprendre comment je fais pour m'organiser. Parce que souvent, vous vous demandez comment est-ce que j'ai le temps de tout faire. Déjà, premièrement, je m'organise assez bien, je pense. Et donc d'ailleurs il y a une vidéo qui va bientôt arriver où je vais vous expliquer comment je fais pour gagner du temps et avoir le temps de tout faire entre mon métier, gérer les parcelles et gérer les animaux, l'autonomie, le jardin, etc. Donc je vous ferai une vidéo sur tout ça. Donc là c'était une petite vidéo vite faite, c'est pas très enthousiasmant, c'est pas très joli à regarder. Voilà, c'était très théorique, on va dire. Je sais que c'est pas les vidéos les plus agréables, mais il y a certaines personnes qui m'avaient demandé sur Instagram de vous montrer ce carnet-là. Alors moi je l'appelle le bullet, mais en fait c'est pas du tout le bullet journal, ça correspond plutôt à un fil au fax, je pense. Vous appelez ça comme vous voulez, moi c'est mon organisateur de vie, c'est mon truc, c'est mon précieux, voilà. Bon je vous dis au revoir parce que là j'ai trop parlé, je suis claquée. Bye bye.